Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 janvier 2021. Eh bien, je vous ai promis d'être avec vous jusqu'au 8 février. C'est assez difficile de tenir cette promesse parce que malgré la pandémie, je suis débordé de travail. Je vous ai fait une autre promesse aussi, mais que je vais rompre sur le champ, c'est celle de ne pas vous parler de la pandémie. Et je vais rompre cette promesse en compagnie de Slavoj Žižek, le philosophe slovène, qui a écrit cet ouvrage dans la tempête virale. Ouvrage publié en juillet 2020, au moment où nous pensions tous que le virus nous avait accordé un répit. Alors, Slavoj Žižek a été confiné. Pour son plus grand plaisir, il n'en souffrait pas, c'est ce qu'il nous confie, dans sa maison de Ljubljana, en Slovénie. Et pendant cette période-là, il a écrit cet ouvrage, qui est pas un... Il nous a habitués à des ouvrages beaucoup plus denses au niveau du volume. Évidemment, les réflexions de Slavoj Žižek, pour ma part, je les trouve toujours intéressantes. Je ne suis pas toujours sûr de bien comprendre ce qu'il dit, ayant une formation lacunaire et parcellaire, mais ce que j'en capte, ce que j'en saisis, m'enchante. C'est un penseur créatif, c'est un penseur aussi qui éprouve une véritable jouissance à penser. Hein? Il se il pourrait faire des ouvrages sans doute plus courts, mais il aime développer en bon égalien, parce qu'en fait, les quatre bases, mais on va dire les trois bases de la pensée de Zizek sont Hegel, Marx et Lacan. La dialectique, la fin de l'histoire, les rapports de classe, les rapports de production, et que l'être humain est un être de langage. Alors, il articule ces trois niveaux de réflexion, il synthétise le tout pour faire une œuvre originale. On pourrait ajouter un quatrième élément qui n'est pas constitutif de sa pensée, mais qui sert d'exemple, c'est le cinéma populaire. Alors, je vous invite à aller voir The Pervert Guide of Ideology qu'on peut trouver. Peut-être je vais peut-être trouver le lien et le partager en bas euh, pour que vous puissiez en fait, sa théorie, les théories de Marx, les théories de Hegel et les théories de Lacan, il se sert du cinéma américain. Le film est très très drôle, il a un accent euh, effroyable, mais ça, les Québécois sont mal placés pour juger de l'accent des autres, on en conviendra. Et, euh, et il se sert donc du cinéma américain, comme par exemple La Mélodie du Bonheur, pour expliquer Lacan, ou Taxi Driver, ou les rapports de classe dans le Titanic. Et cet exemple-là du Titanic qui donne, c'est DiCaprio, en fait, les classes supérieures qui sont sur le point de, en fait, les classes supérieures et les classes inférieures, le petit personnel qui est dans le fond de la cale. Eh bien, vous connaissez l'histoire, une, une idylle amoureuse se noue entre euh, la comédienne m'échappe, mais en tout cas DiCaprio et cette fameuse comédienne qui, elle, appartient aux classes supérieures et DiCaprio qui lui appartient aux classes inférieures. Et ensuite, le Titanic coule et finalement, DiCaprio, le prolétaire, se sacrifie pour sauver la jeune femme appartenant à l'ordre bourgeois. C'est une métaphore comme quoi la bourgeoisie, pour se maintenir en place, a toujours besoin de sang neuf, a toujours besoin de l'apport de jeunes personnes douées qui n'ont qu'une seule envie, c'est de grimper dans la hiérarchie sociale, de faire leur place. Et donc, DiCaprio finit par mourir
dans les eaux glacées, et ben, l'héroïne, on ne connaît pas la suite, mais on imagine qu'elle se remettra de cette aventure amoureuse tragique et qu'elle se mariera en écoutant Céline Dion, peut-être. Alors, dans La tempête virale, il a donc rédigé cet ouvrage-là que j'ai lu cet été à Nice, oui, à Nice, dans un Nice euh, avec beaucoup de boutiques fermées, beaucoup de... euh, les, la promenade des Anglais, Fabienne me disait qu'elle ne l'avait jamais vue aussi peu animée. Il y avait le... Il y avait, il y avait le... c'est drôle, je pense à lui de temps à autre. Il y avait un type qui faisait un numéro qui imitait Michael Jackson, hein, le Moonwalk. Mais un type dans la cinquantaine avancée, un grand bonhomme, épuisé, qui soir après soir, pour les touristes, nous livrait en fait une imitation plutôt pitoyable de Michael Jackson. Et je confiais à Fabienne que je m'interrogeais sur sa vie. Comment vivait-il le soir quand il rentrait chez lui, fourbu, dans son très petit appartement, sans doute, hein, pour s'activer comme ça pour quelques touristes. Eh bien, assurément, il faut vivre dans une grande misère. Et curieusement, je pense assez souvent à cet homme et je m'interroge sur sa vie. Hein, voilà, comme quoi bon, les touristes il n'y a pas juste des paysages qu'on capte, on peut ressentir aussi la souffrance humaine. Alors donc, qu'est-ce que c'est que la tempête virale? Eh bien voilà, c'est pourquoi est-ce qu'ils nous disent Slavoj Žižek, c'est pourquoi nous étions si peu préparés à cela. Évidemment, la réponse se trouve dans l'organisation économique de notre société. Alors les premiers, dans l'organisation économique de la société et les premières semaines de la pandémie, on a eu le droit à un sursaut humanitaire, on a eu le droit à une sorte de solidarité, mais maintenant, que nous complétons presque cette dernière année, eh bien, force est de constater que cette solidarité-là n'est plus là, que ce qu'il y a de... Et c'est là où Zizek ne craint pas de dire de lui-même qu'il est un utopiste, car il imagine que cette tragédie, tout de même prévisible, eh bien, nous amènerait à développer ce qu'il appelle un égotisme rationnel, que pour sauver notre peau à nous, eh bien, nous travaillerions ensemble afin de développer des mécanismes plus que de survie, mais de réparation du système qui est brisé. Et cette crise-là aussi, elle annonce annonce la crise climatique. Et visiblement, à cette crise climatique-là, nous ne sommes pas davantage prêts que nous l'étions pour affronter le virus en question. Alors, je vais vous lire quelques passages ici et là. Il nous parle d'un auteur... il y a un chapitre qui est assez, dont le titre est assez humoristique. Pourquoi sommes-nous en permanence fatigués? Alors, il se permet ici de citer un passage tiré de la page Wikipédia, passage que je vais vous lire d'un philosophe allemand d'origine coréenne, un personnage plutôt mystérieux qui ne donne peu d'indications sur sa vie privée. Même on ignore jusqu'à sa date de naissance. On sait qu'il est né en 59. Un personnage aussi qui fuit les médias, mais qui réfléchit et qui publie. Et donc, qui a fait un livre qui s'appelle... attendez.
la société de la fatigue. Alors, ce que dit Zizek, c'est que cet ouvrage-là est un chef-d'œuvre. Alors voilà la fameuse page de Wikipédia. Obéissant à l'impératif de persévérer et de ne pas échouer tout autant qu'à l'ambition d'efficacité, nous devenons à la fois, selon Han, ah oui, est-ce que je vous ai prononcé son nom? Byung Chul Han. Oh, je doute que mon coréen soit à point, mais je le répète. Byung Chul Han. En espérant que c'est dit correctement. Ça s'écrit B-Y-U-N-G-C-H-U-L-H-A-N. Alors, Han, appelons-le Han, tout simplement, Han pour les intimes, obéissant donc à l'impératif de persévérer et de ne pas échouer tout autant qu'à l'ambition d'efficacité, nous devenons à la fois, selon Han, les participants et les sacrificateurs, et entrons dans une spirale où il ne s'agit plus que de se démarquer d'autrui, de s'auto-exploiter et au final de s'effondrer. Quand la production est immatérielle, chacun détient déjà les moyens de production. Le système néolibéral n'est plus un système de classe au sens propre du terme. Il ne consiste pas en des classes sociales antagonistes. C'est ce qui explique sa stabilité. Han avance que les sujets en viennent à s'auto-exploiter. Aujourd'hui, chacun est un travailleur qui s'auto-exploite dans sa propre entreprise. L'individu désormais est à la fois son propre maître et esclave. Même la lutte des classes s'est transformée en lutte intérieure contre soi-même. L'individu est devenu le sujet de la réalisation personnelle. Il ne croit pas qu'il existe des sujets soumis. Il croit plutôt en l'existence de projets, au fait de se refaçonner et de se réinventer en permanence, avec pour résultat une forme de compulsion et de contrainte, et de fait un type plus efficace de subjectivation et d'assujettissement. Se vivant comme un projet, s'estimant quitte de toute contrainte extérieure et étrangère, le « je » se soumet désormais de lui-même à des limitations et à des autocontraintes intérieures qui adoptent la forme d'une compulsion à la réalisation personnelle et à la optimisation. De telles, maintenant c'est Zizek qui conclut ce chapitre, de telles divisions de classe ont revêtu une dimension nouvelle dans la panique de la crise sanitaire. Nous voilà bombardés d'injonctions à travailler chez nous, dans un isolement synonyme de sécurité. Mais quels groupes peuvent-ils obéir à ces injonctions? Les travailleurs intellectuels précaires et les cadres, qui sont en mesure de coopérer par courriel et visioconférence, se poursuivent plus ou moins sans accroc. Ils disposent même plus de temps pour s'auto-exploiter. Mais qu'en est-il de tous ceux qui travaillent hors de chez eux, à l'usine, au champ, dans des magasins, des hôpitaux, dans les transports en commun? Tant de choses doivent être accomplies à l'extérieur, dans un environnement désormais risqué, pour que tous les autres puissent survivre dans leur quarantaine privée. Enfin, dernier point, et non le moindre, nous devrions nous garder de la tentation de condamner l'autodiscipline. Un quotidien fermement dédié au travail
nous garder de la posture « vas-y doucement », si l'expression « le travail rend libre » a été horriblement détournée par les nazis, elle n'en conserve pas moins quelque justesse. Oui, tous ceux qui sont directement confrontés aux effets de la pandémie travaillent dur et s'épuisent. Mais c'est là un travail qui a du sens, réalisé au plus grand bénéfice de la communauté et qui procure à la plupart des intéressés un sentiment de satisfaction. C'est là un travail qui n'a rien à voir avec le stupide affairement visant à réussir sur le marché. Lorsque des membres du personnel médical, des soignants, titubent d'épuisement, celui-ci n'a rien à voir avec l'éreintement de tous ceux qui sont obsédés par leur ambition de carrière. Leur fatigue a un sens. Et qu'en est-il de la fatigue des libraires dont la boutique est fermée pour cause de décret gouvernemental? Eh bien voilà, moi je suis nourri par les gens qui fréquentent ma librairie, je suis nourri par les conversations que j'ai avec les uns et avec les autres, au point tel, sans doute, qu'en partie s'explique pourquoi je me suis promis, je nous ai promis d'être si régulier dans la diffusion de ces vidéos. C'est qu'il me faut impérativement aussi, malgré la conjoncture extrêmement difficile et l'aggravation probable et très certaine de la crise sociale qui couvre sous cette crise sanitaire, eh bien, il me faut me donner un cadre à moi-même. Alors, je me fixe des objectifs quotidiens qui ne sont pas de l'auto-exploitation, fort heureusement, mais qui visent à l'équilibre de mon esprit, en espérant que cette recherche d'équilibre mienne puisse vous inciter à réfléchir aussi à vous, à votre propre quête de l'équilibre. Et je vous remercie de tous vos commentaires. Sans doute, je vais les imprimer et je vais en lire quelques-uns d'ici peu. Peut-être demain, je vais poursuivre. C'est un livre qui m'a beaucoup enthousiasmé, surtout sa perspective de voir la révolution communiste arriver. Enfin, Zizek ne désarme pas, il reste un communiste fervent et ici, il y a un dernier petit passage. C'est un passage que je vais vous lire tout de suite, en fait. Il n'est pas d'accord avec Agamben, le philosophe italien. Il n'est pas d'accord avec Agamben qui juge au fond que la recherche de la vie nue, c'est-à-dire la préservation de l'existence biologique comme une fin en soi, c'est-à-dire maintenue en vie coûte que coûte, sans autre perspective, sans transcendance et sans autre perspective que de donner du sens à son existence qu'en se maintenant vivant. Se maintenir vivant ne peut pas être un objectif d'existence haute. Alors, il n'est pas d'accord avec Agamben. Et alors, il cite, je vais vous citer Agamben et après, je vais vous donner la réplique de Zizek. Notre société ne croit plus en rien sinon à la vie nue. Il est clair maintenant que les Italiens sont disposés à tout sacrifier, ou presque, leurs conditions normales de vie, leurs rapports sociaux, leur travail et jusque leurs amitiés, leur affection ainsi que leurs convictions religieuses et politiques pour ne pas tomber malade. La vie nue et la peur de la perdre n'est pas quelque chose qui unit les hommes, mais qui les aveugle et les sépare. Alors, ce que nous dit Zizek par rapport à ce commentaire d'Agamben, les choses sont naturellement... Oui, c'est un article, une petite parenthèse, cet article-là a été publié dans l'Observateur le 27 avril 2020 et beaucoup s'en réclament encore de cet article-là. Et c'est un article qui avait fait beaucoup de bruit et
moi, j'avais des réserves. Je dois avouer que j'avais des réserves. Et alors, ce qu'il nous dit, Zizek, c'est que les choses sont autrement plus ambiguës. Cette menace mortelle unit aussi les hommes. Maintenir une distance physique, c'est faire preuve de respect à l'égard d'autrui, puisque tout un chacun peut être porteur du virus. Mes fils m'évitent désormais parce qu'ils craignent de me contaminer. Ce qui pourrait n'être qu'une maladie passagère pour eux, pourrait se révéler fatal pour moi. Si durant la guerre froide, la destruction mutuelle assurée était considérée comme la clé de la survie, c'est désormais la distance mutuelle assurée qui vient la garantir. Chacun de nous, a tantôt répété ces derniers jours, est responsable à titre personnel et doit suivre les nouvelles règles. Les médias ne cessent d'évoquer des gens irrespectueux qui se mettent en danger et mettent en danger les autres. Le récit type étant celui d'un homme malade entrant dans une boutique et se mettant à tousser, sur tout le monde, ce genre de choses. Même problème avec la crise environnementale. Les médias mettent beaucoup trop l'accent sur la responsabilité personnelle, sur l'importance des gestes individuels, accorder plus d'attention au recyclage, par exemple. Cette focalisation sur la responsabilité individuelle, indispensable à certains égards, fonctionne comme une idéologie dès lors qu'elle sert à obscurcir les enjeux essentiels, déterminer comment changer notre économie entière et notre système social. La lutte contre le coronavirus ne peut être menée que de conserve avec la lutte contre la mystification idéologique en tant que partie prenante d'un combat écologique global. Comme l'écrit Kate Jones, professeur d'écologie, la transmission de la maladie aux humains par des animaux sauvages est l'un des effets collatéraux du développement économique humain. C'est tout simplement que nous sommes partout et beaucoup trop nombreux. Nous investissons des endroits jusque-là préservés et ce faisant, nous nous exposons de plus en plus. Nous créons des habitats où les virus se transmettent plus facilement et nous nous étonnons ensuite de l'apparition de nouvelles maladies. Nous voilà dans une triple crise planétaire, dans une triple crise sanitaire, la pandémie elle-même, économique, crise qui, quelle que soit l'évolution de la situation, sera pour le moins brutale, et psychologique. Les coordonnées de base de vie quotidienne de millions de gens sont en train de se désintégrer et ce bouleversement profond affectera tous les aspects du quotidien, de nos départs en vacances, en avion, au simple contact physique. C'est pourquoi nous devons apprendre à penser en dehors des clous, en dehors des coordonnées des marchés financiers et de leur logique de rentabilité et à inventer tout simplement une autre manière de produire et de répartir les ressources qui nous sont nécessaires. Quand les pouvoirs publics apprennent qu'une entreprise constitue des stocks de millions de masques en choisissant d'attendre le bon moment pour les vendre, histoire de faire le maximum de profit, il n'y a pas à négocier. Ces masques devraient tout simplement être réquisitionnés. Alors ben voilà, écoutez, peut-être je vais revenir demain là-dessus, dans la tempête virale de Slavoj Žižek, philosophe slovène, très 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 nourricier, et je vais tenter de vous trouver cette vidéo-là de 2 heures, plus de 2 heures, où à l'aide d'exemples, c'est un film drôle aussi, hein, il y a beaucoup d'humour dans ce film-là. Bon, je sais, j'ai un de mes bons amis philosophes qui juge que quand Zizek se livre à ce genre de numéros comiques, il perd de la crédibilité en tant que philosophe. Mais je pense que quand on s'adresse à un public plus large que celui des lecteurs de Zizek, eh bien, on a peut-être l'obligation d'être compris par le plus grand nombre. Alors voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. C'était la 5e journée consécutive. On ne sait de rien. Demain, c'est la 6e. Je suis avec vous jusqu'au 8 février inclusivement, en espérant que le décret gouvernemental me permettra d'ouvrir à nouveau ma 2e librairie, mon 2e poumon. Hein? Ma première librairie, c'est librairie au sens où Montaigne l'entendait, ma propre bibliothèque personnelle. Et cette 2e librairie-là, ouverte sur la rue, et grâce à la technologie, même si elle est coûteuse, cette technologie-là, cette 2e librairie ouverte sur le monde, tout ça donne à rêver. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.